Donc bonjour à tous. Je ne suis pas sûre que ma conférence va véritablement répondre à toutes les questions qu'a présentées Siegfried, mais en fait, effectivement, moi je viens ici du côté utilisateur. Je pense que vous êtes très très nombreux dans la salle à être des experts, non? Du marketing relationnel. Vous avez l'air en tout cas de vous y connaître. Moi je vais plutôt vous faire du marketing relationnel for dummies. Parce que moi en revanche, l'expérience dont je vais vous parler, c'est que j'y connaissais pas grand-chose là. Vraiment pas. Alors aujourd'hui, je suis directrice générale de Pierre Fabre Canada. Donc je ne suis pas venue spécifiquement pour la conférence comme Stéphane. Je suis arrivée il y a quelques mois, mais je vais vous parler d'une expérience d'il y a quelques années, toujours chez Pierre Fabre, mais pour une marque de cosmétiques. Parce qu'en fait, vous connaissez le laboratoire Pierre Fabre ? Oh, je suis étonnée, il y a des gens qui connaissent. Donc les laboratoires Pierre Fabre, c'est un laboratoire pharmaceutique français qui a ce site particulier, qui à la fois il vend des médicaments, mais il vend aussi des cosmétiques. Donc on est fabricant, on vend des médicaments anticancéreux, mais on a également la chance d'avoir une très très belle branche qu'on appelle dermocosmétique. Et avec les marques que vous voyez ici représentées, que je ne pourrais pas vous pointer parce que le pointeur ne marche pas, mais que vous voyez ici, Aven, du Créaderma, tous ceux-ci, ce sont les marques qui sont distribuées ici au Canada, puis il y en a d'autres qui sont dans d'autres pays. Et en particulier, pour ce qui nous intéresse ici, au Canada, on est donc sur la branche dermocosmétique. C'est celle qui est présente ici. Et en fait, l'expérience dont je vais vous parler, c'était en 2012. Et je dirigeais cette marque qui s'appelle Galénic, que vous ne pourrez pas acheter au Canada, hélas. Et qui est une marque, comme vous le voyez, c'est assez clair. Ce sont des cosmétiques, plutôt premium, on va dire haut de gamme. Et donc, c'est une gamme de soins pour le visage qui s'adresse plutôt aux femmes. Bon, rien de discriminant, mais ça fait partie de notre business à la base. Et on est des experts de l'anti-âge. Quand on fait de la beauté en cosmétique, généralement, on s'adresse à l'anti-âge. Et en fait, si on a commencé à s'intéresser au marketing relationnel, c'est vraiment sans faire exprès. C'est qu'un jour, on avait un très très beau lancement d'une innovation extraordinaire dans l'anti-âge. Et on s'est dit, bah, super, on va proposer, on est tellement content de notre produit qu'on va proposer à tout le monde de l'échantillonner, de recevoir un échantillon à la maison. Donc on a proposé à tout le monde qui s'inscrivait sur un petit internet, on a proposé à tout le monde de recevoir un échantillon à la maison. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est retrouvé avec plus de 25 000 réponses. Plus 25 000 personnes qui se sont intéressées à nous, qui nous ont donné leur adresse postale et leur adresse email. Et là, on s'est retrouvés tous à se dire, mais maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on va leur raconter à ces personnes-là qui sont venues nous voir ? Parce que nous, en fait, on ne connaît pas très très bien. On ne connaissait pas très très bien notre cliente. Parce qu'en fait, pour nous, notre client, c'était celui qui allait distribuer nos produits. Parce que nous, on ne les vend pas nous-mêmes. C'était notre retailer. C'était lui, notre client. Mais notre consommatrice, la seule chose que l'on savait, en fait, c'est qu'on l'a distribuée par âge. Parce qu'on est tout simplement une gamme anti-âge. Donc les consommatrices, on savait leur parler uniquement en leur parlant de produits. Tu as 25 ans, première ride, tu utilises Nectalis. Tu as 35 ans, attention, ride fermeté, tu utilises Officé. Donc forcément, avec toutes nos petites adresses, puisqu'on n'avait pas les âges, on ne savait plus du tout quoi faire. Et c'est pour ça que finalement, on a fait appel à une société dont vous voyez le logo qui est juste à côté, qui est la société Inbox, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Donc en fait, voilà comment ça a commencé. Parce qu'effectivement, le marketing relationnel, ça nous était un petit peu étranger. On travaillait, comme disait Stéphane, avec des chefs de produits qui travaillaient sur des produits destinés à des consommateurs. Mais les clients, on ne parle pas avec eux. On ne les connaît pas. Ils sont loin de nous. Ce sont les pharmaciens qui sont au contact des consommateurs, mais pas nous. Donc en fait, on travaille un peu en chambre. Et donc là, on s'est dit, ça ne peut pas durer. Parce que sur Galénic, on avait des intentions d'augmentation de part de marché. C'était une marque qui était une belle marque, mais qui n'était pas à son potentiel, on peut dire. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de les connaître un petit peu plus. Donc déjà, on s'est intéressé à toute la connaissance qu'on avait dans l'entreprise. Tout ce que l'on pouvait retirer de toutes ces années d'existence. Ça faisait plus de 30 ans qu'on était sur le marché, donc il y avait forcément des gens qui devaient savoir qui consomme nos produits en fait. Elle est comment la femme qui va acheter du Galénic, qui va en consommer souvent. Et là, on a vu des choses qui remontent du terrain, généralement, comme on dit.
Et puis, bon, on s'est payé le petit luxe de faire un focus group pour connaître un petit peu mieux nos clients. Alors, vous êtes nombreux, j'imagine, à faire des focus group? Oui? Bon, généralement, est-ce que vous êtes satisfait des focus group? Généralement, ça apporte des réponses, mais ça aussi, ça amène beaucoup de questions. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on s'est retrouvé avec des groupes, avec des profils très caricaturaux de nos consommatrices. On se dit, mais c'est vraiment ça, nos consommatrices? C'est comme ça qu'elles vont agir? On va baser toute notre stratégie marketing, tous nos investissements, des centaines de milliers d'euros sur uniquement ce focus group? Ça ne suffisait pas. Mais ça nous a donné certains profils. Parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'était plus dans une segmentation strictement par âge pour comprendre nos consommatrices. On s'est rendu compte qu'elles avaient des comportements. Et les comportements, en fait, je suis sûre que, en particulier, mesdames, mais pas uniquement, vous allez les comprendre. On s'est rendu compte qu'il y a une sorte de scission. Il y avait les femmes qui utilisaient des produits cosmétiques dans leur aspect strictement fonctionnel. J'ai la peau déshydratée, j'hydrate. Je prends une douche le matin, j'utilise un gel douche. Ok. Ça, c'est fonctionnel. Ok. Donc, à partir du moment où mon besoin est comblé, j'ai ma crème hydratante, je m'arrête là. Moi, en tant que vendeur de crème, ça ne m'intéresse pas que tu n'achètes qu'une crème hydratante. Donc moi, ce qui va m'intéresser, au contraire, c'est quand tu vas passer au côté aspirationnel de la cosmétique. Parce que la cosmétique, on vend de la beauté, donc on vend du rêve. Donc à partir de ce moment-là, pouf, je passe dans l'émotionnel. Et je ne vais pas acheter une crème hydratante. Je vais acheter un sérum, une crème anti-âge, rides fermeté pour la nuit, pour le jour, parce que ça me fait plaisir, parce qu'aussi, j'achète un petit peu de beauté et de rêve qui est véhiculé par les superbes images qui entourent ce produit. Et si on parle d'émotionnel, on va parler de relationnel. Parce que les émotions, ça passe beaucoup mieux dans la relation, je pense que vous le savez. Et on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que nos consommatrices, qu'on avait bien classées par âge, bah, c'était pas du tout ça en fait. Pas du tout. Les âges n'avaient plus grand-chose à voir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au sein de nos consommatrices, visiblement, on avait beaucoup de fonctionnels. Celles qui achètent pas beaucoup, pas souvent, elles ont un produit par an, ça leur va. Dommage. Mais celles-là, en revanche, elles sont très fidèles. Elles restent avec vous toute la vie. En revanche, celles que vous avez certainement en tête, celles qui vont dépenser des fortunes en cosmétiques, celles qui vont toujours chercher la dernière nouveauté, celles qui sont au courant de la dernière crème, le dernier ingrédient, celles-là, c'est du gros potentiel. C'est du chiffre d'affaires très intéressant. C'est de la clientèle qui nous intéresse. Et là, c'est plus une question d'âge. C'est un comportement qui nous intéresse. Sauf que celle-là, justement, bah, elle n'est pas fidèle. Vous voyez, les femmes, c'est toujours un peu comme ça. Elle n'est pas fidèle parce qu'en fait, elle aime la nouveauté. Et elle est attirée par plein de choses. Et vous savez que dans le monde des cosmétiques, il y a beaucoup de tentations. Il y a toujours la dernière nouveauté. Donc celle-ci, au contraire, il va falloir lui parler différemment. Il va falloir avoir une stratégie de fidélisation. Mais il va falloir savoir lui parler de ce côté-là. Donc là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que, wow, on n'y était pas là. On était vraiment très loin. Parce qu'on n'avait pas compris, en fait, comment ça marchait. Donc, on a travaillé sur ces comportements-là. Mais ce qui se passe, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'avait pas le contact direct avec ces femmes-là. Donc on veut agir sur elles, mais nous, on vend à un pharmacien. Et c'est lui qui va vendre ensuite à la consommatrice. Comment faire pour aller la toucher? Comment faire pour bypasser son retailer, en fait? Forcément, marketing relationnel. Mais ce qui se passe, qui était très intéressant, c'est que de façon un petit peu désorganisée, désordonnée, on avait eu des actions. On avait eu cette proposition d'échantillons. On a recueilli 25 000 adresses. Puis on avait fait des jeux concours. Comme ça, on recueillait. Puis il y avait des bases de données qui se créaient un petit peu dans tous les sens. Un site internet où on proposait aux gens de s'inscrire aussi, pour recevoir une newsletter. Et puis finalement, il y avait des gens qui s'inscrivaient. C'était bien sympa parce qu'on leur proposait rien d'autre. Et finalement, on s'est retrouvés avec beaucoup de bases de données. Et puis on les avait jamais exploitées. On les avait jamais regardées. Donc finalement, on s'est dit que justement, on allait s'y mettre. Et donc, on a commencé à définir une démarche un peu organisée. Donc, on a rassemblé tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'il y avait dans le bruit, nos focus group, les profils qui se dégageaient. Et de tout ça, bah, on a défini des objectifs relativement clairs. On veut recruter la consommatrice qui est une
hyper consommatrice de cosmétiques. Ça, au moins, c'est clair. Puis son comportement, on a fait appel à notre instinct. Mais bon, on connaît un petit peu quand même les comportements des consommatrices. Donc avec tout ça, on a défini des hypothèses. Mais ce que l'on voulait d'abord, c'était créer un point d'ancrage pour valider toutes ces hypothèses-là. On était prêt à investir beaucoup, mais on voulait être sûr que ce soit au bon endroit. Donc on fait appel à notre instinct, ok, mais on voulait pouvoir le valider également. Donc en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a commencé tout simplement à, comme vous le voyez ici, synopsis de la démarche, on a posé nos hypothèses. Hypothèses de travail. La consommatrice que je souhaite avoir, voilà comment elle se comporte, voilà ce qu'elle aime. A priori, quels sont les mots qui l'intéressent? Exemple, la consommatrice, l'hyper-consommatrice qui va l'intéresser, c'est expertise, innovation, nouveauté, molécules. La consommatrice, plutôt sur la fonctionnalité, elle veut qu'on la rassure. Ton hydratant, c'est un bon hydratant. Et puis, c'est un bon achat, bon rapport qualité-prix. Celle qui recherche l'innovation, elle est prête à payer beaucoup plus cher. Donc tout ceci commence à définir petit à petit le ton et la manière avec laquelle on va s'adresser à elle. On ne va pas se transformer, on a tout dans notre marque. Mais on va lui présenter des facettes de notre marque qui vont, elles, l'intéresser. Et donc, à partir de ces hypothèses, on définit une stratégie. Tout ensuite commence à devenir simple. Une fois qu'on sait à qui on veut parler, on sait, a priori, vous savez tous, comment parler à ces consommatrices-là si vous posez la question. Mais avant ça, on s'est dit quand même, on a toutes ces personnes-là qui se sont intéressées à nous, qui venaient d'endroits différents, comme je vous l'ai dit, des bases de données qui avaient des existences différentes. Bon, on va leur poser la question. On voudrait savoir comment vous consommez vos cosmétiques. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et là, Stéphane est là pour témoigner. Nous, gens de marketing, on s'est dit, oh là là, on va faire un questionnaire, on va mettre un cadeau. On va mettre un coupon, un truc, un cadeau avec achat, sinon personne ne va répondre, c'est pas possible. Et là, les experts nous ont dit, mais non, tu vas voir. Et effectivement, on a envoyé les questionnaires. Et là, en fait, on parle de confidentialité des données, mais vous le savez aussi, vous êtes sur Facebook, vous donnez beaucoup d'informations. Ben là, c'est pareil. Ces personnes-là qui étaient dans ces bases de données n'étaient même pas des clients, n'étaient juste des prospects. On a eu un taux de retour absolument hallucinant, qui était, je me souviens, plus de 50%, qui nous ont expliqué leur vie, qui nous ont expliqué comment ils consommaient, qu'est-ce qu'ils aimaient utiliser. Et puis le questionnaire, il était long, et puis ça prenait plusieurs minutes, et ils ont répondu. Et tout ça, gratuitement, sans rien faire. Parce que tout simplement, ces femmes-là, qui s'étaient intéressées à une marque de cosmétiques, ça leur faisait plaisir de nous parler et de nous expliquer. Elles avaient bien sûr un petit peu en tête qu'on allait donc pouvoir personnaliser notre démarche, mais je ne crois même pas que c'était ça au départ. C'est je veux tout simplement, vous me posez des questions, vous vous intéressez à moi, ça me fait plaisir. Je vais vous répondre. Et ça a été un enseignement incroyable. Premier enseignement, extrêmement agréable. On s'est rendu compte, ça viendra un petit peu plus tard, qu'on avait raison. En fait, on ne s'était pas trompé. Ce qu'on avait cru être de l'instinct ou de l'intuition, en fait, c'était cette connaissance qui remontait au fil des années, par capillarité, qui infuse une entreprise et où à la fin on se rend compte que finalement on la connaissait pas si mal cette cliente. On était capable de définir à peu près bien finalement son comportement. Mais ça nous a permis de l'affiner, d'aller beaucoup plus loin, mais d'avoir des certitudes, d'avoir enfin un point fixe qui allait pouvoir valider notre stratégie. On a continué à analyser, on a confirmé les hypothèses et ensuite on a commencé. Je vous l'ai dit, la consommatrice, on avait peu de données au départ. Et puis on a déduit son profil. Et de là, vous voyez, on a déduit 3 profils comportementaux d'acheteuses qui se sont détachés. Alors c'est un petit peu notre poutine à nous, mais c'est assez simple. Il y a la pratique qui est peu experte, fonctionnelle. Je vais sur le pratique. J'y connais pas grand-chose, la cosmétique, mais en même temps, ça ne m'intéresse pas des masses. Donc, moi, je vais sur un produit simple et pratique. Et elle est, on va dire, relativement peu sophistiquée. La consommatrice moyenne, ça c'est average. Elle consomme, parfois ça lui fait plaisir, parfois elle s'en fout, ça dépend. Peu experte, mais elle fait des achats raisonnés. Et là, on a déterminé que chez Galenic, on en avait beaucoup de celles-là. C'est super, elles sont très fidèles. En revanche, elles ne vous feront pas beaucoup progresser en part de marché. Parce que tout le monde s'éclate en fait avec celle qui s'appelle la cosméto. Ça, c'est celle que tout le monde veut avoir.
la grosse acheteuse, celle qui change tout le temps, qui est très versatile, très infidèle. Elle achète dans toutes les marques, dans tous les canaux, dans tous les circuits, elle achète partout. Mais c'est elle qui intéresse tout le monde. Et surtout, et c'est là aussi où on comprend les différences, elle s'y connaît hyper bien. Donc vous n'allez pas lui expliquer que votre produit c'est le meilleur. Ça, elle ne va pas vous croire. Vous allez lui expliquer pourquoi c'est le bon produit pour elle, et peut-être que là, vous allez l'intéresser. Donc une fois qu'on a eu déterminé ces 3 profils, on s'est dit, OK, alors, voyons où sont nos consommatrices aujourd'hui. On a défini notre panel de consommatrices selon ces critères-là. On a mis quand même toujours l'âge, hein, parce qu'on est quand même une gamme anti-âge, donc l'âge a du sens. Et alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, dans le premier tableau, vous avez les 3 profils, la pragmatique, la consommatrice moyenne et la cosméto. Puis vous avez les âges, 30-45, 46-55 et 56-65. Et ce que vous voyez en haut, les cercles non remplis, c'est là où étaient nos consommatrices. Là où elles étaient à l'instant T, là, en 2012. Donc en gros, le gros de notre marché, c'était, vous voyez, plutôt nord-est. Bon. Et en fait, en bas, c'est là où on voulait aller, plutôt sud-ouest. Donc comme vous voyez, il y avait comme un gap là. On n'y était pas vraiment. Mais à partir de là, ça permet tout simplement de définir de façon très simple. Encore une fois, là, je ne vous parle pas de big data, là. Hein. On est sur des choses très très simples, très pragmatiques en fait. On a vu celles qu'on voulait conquérir, celles qu'on voulait fidéliser, et puis celles qu'on ne voulait pas perdre quand même. Parce que ce serait quand même dommage de perdre son fonds de clientèle. Et donc à partir de là, toujours de façon très simple, on a travaillé 3 axes de développement. Donc on renforce la part de clientèle plus jeune, parce qu'il y a quand même un petit déplacement vers l'ouest. Et puis on va conquérir, donc là on est dans la conquête, sur des profils beaucoup plus cosmétophiles. Et puis on fidélise et on garde les pragmatiques. Donc encore une fois, des choses qui venaient de l'interne, en fait, de notre connaissance, plus ou moins intuitive, validée ensuite par un questionnaire très simple, et qui permet en fait de commencer à faire du marketing relationnel en ayant franchi le cap sans trop s'en rendre compte en fait. Et là, on a tout simplement établi une stratégie différenciée. Il y a celle qu'on veut conquérir, ok. Elle a quel âge? C'est quoi son comportement? Si je veux conquérir la cosmétovore, la cosmétophile, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui parler? Quel visuel je vais mettre? Et ça, vous le savez, ça. Si vous êtes des gens de marketing, normalement, vous le savez. Vous savez comment est-ce qu'on va conquérir une grosse cliente, celle qui aime ce type de produit-là. Et de la même manière, on a défini comme ça, profil par profil, stratégie de conquête, stratégie de fidélisation ou stratégie de rétention. Encore une fois, ça, c'est vrai qu'il nous a fallu du temps pour accoucher de tout ça. Mais toute cette connaissance-là, on l'avait déjà. C'était simplement une manière de l'exprimer. Et en étape 2, on a donc confirmé la stratégie. Donc, audit des données Internet. Les données Internet, c'était des données qui provenaient de différentes cibles. Alors, je pense que vous ne voyez pas grand-chose en haut, mais des inscriptions sur les sites, anciens sites, nouveaux sites, des jeux concours ou une opération spéciale sur une gamme particulière. Là, on a confirmé ce que l'on savait, on a confirmé qu'on avait bien les profils clients. Mais surtout, rien qu'en analysant ces données-là, on s'est rendu compte, je pense qu'on ne voit pas grand-chose, mais c'est pas grave, je vais vous le dire, qu'en fait, quand on faisait appel à un jeu concours, c'était des clientes beaucoup plus jeunes qui répondaient. Alors on me dirait, c'est peut-être évident, mais c'est quand même mieux quand on peut le vérifier là. Donc celles effectivement qui avaient répondu à des jeux concours, elles étaient un peu plus jeunes. Ça tombe bien, on cherchait un profil un petit peu plus jeune. Alors attention, quand on parle de plus jeune, c'est plus de 35 ans là, hein, quand même. Tranquille. Ensuite, on s'est rendu compte également en faisant un jeu autour de la journée de la femme, où là aussi, jeu concours, on proposait de faire gagner la journée idéale à toutes les femmes, et aussi plein de produits. On leur proposait de choisir le produit qu'elles voulaient gagner. C'est tout simple, mais ça permet vraiment de savoir ce qui intéresse la clientèle à ce moment-là. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, la femme de 30 ans avait tendance à préférer, ça tombe bien, la gamme qui lui correspondait, mais à l'intérieur des produits qu'on avait proposés, il y en avait un qui ressortait, qui était allé la chercher là. Ça, rien qu'avec ça, on comprenait quelle était la pertinence de l'offre qu'on proposait à cette cible particulière. Et ceci, ça nous a permis
d'avoir véritablement une confirmation de la cohérence de notre démarche. Donc ça, c'était sur des personnes qui nous avaient répondu, mais dont on ne savait absolument pas si elles étaient prospects, clients, fidèles, on ne savait pas. Et ensuite, on a analysé les données autour d'une carte de fidélité. Est-ce qu'on avait une carte de fidélité? Une carte de fidélité print, papier, classique, avec des étampes quand j'ai acheté un produit. Ça faisait des années qu'on l'avait. Et qu'on en faisait rien. Rien. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ce type de démarche. Mais c'est vrai que ça existe. On utilise une carte de fidélité, puis on la renouvelle chaque année, puis il ne se passe rien. On n'analyse pas. Donc là, enfin, on a commencé à analyser, à voir une section, à voir la répartition en termes d'âge. Ça a confirmé ce qu'on pouvait savoir. Mais surtout, ce qui nous a intéressés, c'était de voir entre la femme qui a rempli une carte de fidélité et s'est arrêtée. Celle qui a rempli une carte de fidélité, puis elle en a rempli une seconde. Et ainsi de suite. Et là, on s'est rendu compte que sur la rétention de la fidélité évoluait avec l'âge. Plus elles étaient âgées, et plus elles continuaient à remplir des cartes de fidélité. Et ensuite, on s'est rendu compte que les clientes très fonctionnelles, celles qui avaient trouvé leur produit chez Galeni qui leur plaisait, et pendant 30 ans, elles vont acheter le même produit. Elles remplissaient des cartes de fidélité sans discontinuer. En revanche, la consommatrice qui a besoin d'innovation, qui a besoin de nouveautés, elle s'arrêtait au bout de la première. Et là, vous avez réussi à avoir une cliente qui vous a suivi sur 5, 6 produits, et un jour, elle s'arrête, et elle ne revient plus jamais. Et c'est là où on s'est rendu compte également quels étaient les points d'ancrage sur lesquels il fallait qu'on travaille. Donc ainsi, ça nous a permis de découvrir où étaient les points d'inflexion où tout pouvait basculer, et où c'était la deuxième carte de fidélité qu'il fallait aller chercher. Bon, on s'est rendu compte aussi que si notre carte de fidélité, elle changeait un petit peu, s'il y avait des niveaux, ça allait être peut-être un petit peu plus incitatif à passer à la deuxième. Il nous a fallu du temps pour s'en rendre compte, mais c'est quand même bien de s'en rendre compte à un moment. Et donc, à partir de ce moment-là, tout simplement, la stratégie a été beaucoup plus simple et beaucoup plus claire, selon les cibles. Donc, les enseignements, encore une fois, très simples. On a confirmé que ce que l'on sentait, c'était plutôt juste. Et surtout, on est allé affiner ces profils-là. On a compris qu'il y avait une cohérence entre le comportement des consommatrices et ce qu'elles nous avaient expliqué aussi. C'était important. Et ça nous a permis tout simplement, avec ce point fixe-là, de valider une stratégie sur 3 ans. Parce que ce dont je vous parle, c'est évidemment avec des résultats sur temps long. Quand on souhaite modifier de façon aussi radicale sa clientèle, ça prend du temps. Surtout quand on est une marque de cosmétiques en particulier. Et puis, ça nous a permis, ça a levé des flags sur des leviers d'action qui étaient là et qu'on n'avait sans doute pas assez exploités. Potentiel de la consommatrice web, oui, effectivement, c'est là où on va aller chercher notre trentenaire, c'est là où elle va répondre. Et celle qui va rechercher de l'innovation en cosmétique, elle est là. Parce que c'est sur Internet qu'elle va chercher des informations qui l'intéressent. Donc je sais où elle est. Donc a priori, je sais que c'est par ce canal-là que je vais la toucher. Et puis, comme je vous le disais, un taux de conversion entre la première et la deuxième carte. Ça a été vraiment un enseignement incroyable. De comprendre qu'on avait réussi à faire tout ça et qu'on n'était pas allé jusqu'au bout de la démarche. Donc ensuite, mise en œuvre opérationnelle, qui a donc commencé fin d'année 2012, plutôt 2013. Donc c'est encore tout récent. D'abord, mise en place des outils. Enfin, automatiser, industrialiser, comme dirait Stéphane, la connaissance client. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme ce que disait un monsieur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de data? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de data? On se rend compte qu'on en a, en fait. On se rend compte que déjà, à l'instant T, même si on pense ne pas en avoir, en fait, on en a. Et on va tout simplement les organiser et les faire parler, les faire chanter un petit peu. Et c'est ce que l'on a fait. En fait, flux automatisé sur des newsletters, sur des inscriptions au compte, sur des jeux concours au format web, des cartes de fidélité, tout ça ensuite a été déjà implémenté pour que cette connaissance client, elle ne s'arrête pas là. Au contraire, qu'on comprenne encore mieux, non pas pour sursegmenter déjà ces 3 profils-là, mais au moins pour les connaître parfaitement. C'est quoi les mots qui font cling? C'est quoi les produits qui vont la chercher? C'est quoi le type de fidélité qui l'intéresse? C'est d'avoir du produit gratuit? C'est d'avoir un objet promotionnel?
C'est d'avoir un jeu concours pour partir à New York. C'est quoi? Et ensuite, des petits schémas toujours qui semblent très intelligents, effectivement, ils le sont. Plan relationnel. À partir de tout cela, il a été finalement relativement facile, beaucoup plus que ce que l'on imaginait, de poser sur le papier le plan relationnel. Parce qu'on savait où on voulait aller. On ne s'était pas fixé des objectifs inatteignables ou incompréhensibles, c'était tout simple. Et donc, le plan relationnel a permis aussi de mettre en œuvre de nouveaux outils. Par exemple, on s'est rendu compte que notre carte de fidélité, c'était difficile de rentrer dedans, il y avait trop de produits. Donc, on a créé une Welcome Pack avec une carte de fidélité beaucoup plus accessible, plus courte, pour qu'elle puisse être renvoyée plus vite, remplie plus vite. Parce que si elle est remplie plus vite, j'améliore ma connaissance client. Donc, le cycle de vie également de la connaissance client est amélioré. Bon, tout ceci, c'est facile à dire. Évidemment, ça a été relativement compliqué à mettre en place parce que tout d'un coup, il y a toute une complexité qui apparaît. Mais les principes, en tout cas, sont restés simples. Et ça nous a permis à chacun de savoir comment lui parler et la manière avec laquelle on allait, la fréquence également avec laquelle on allait leur parler. Alors, les résultats, je ne vais pas vous donner des résultats avec des chiffres. Parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Parce que pour l'instant, on commence et que ça reste des choses simples. Bien évidemment, le mouvement s'est opéré parce que ça peut répondre assez vite, mais c'est encore en phase. Mais le premier point le plus important, en tout cas pour les équipes marketing avec lesquelles je travaillais à ce moment-là, ça a été enfin de savoir, de confirmer les intuitions, de savoir où l'on va et de savoir beaucoup mieux parler à la cliente. Et puis de l'autre côté, il y avait les équipes marketing développement, elles. Celles qui sont en train d'inventer les produits, qui, eux, vont sortir dans 3, 4 ou 5 ans. Et en fait, ça a été les bénéficiaires inattendus également de toutes ces réflexions-là. C'est que là, on parle d'opérationnels, de gens qui vont faire du chiffre d'affaires sur le terrain directement à l'instant T. Mais il y a aussi toute la création de la marque qui a bénéficié de cette connaissance client et qui est venue infuser toute la marque pour mieux connaître, mieux comprendre et sortir enfin d'une segmentation hyper basique en termes d'âge pour venir véritablement chercher une femme dans son comportement, dans un comportement en plus très intime qui est celui de l'utilisation de produits cosmétiques. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est un cheminement qui va durer et qui aura en fait, qui aura été le point zéro de toute une autre stratégie, de toute une manière de voir la marque. Voilà, je vous remercie. Merci. Si vous avez des questions. Non. Une petite question. Vous avez dit au début que vous avez basé vos actions sur des hypothèses, l'impression que vous aviez de votre clientèle, de ceux que vous vouliez rejoindre, de ceux que vous pensiez avoir déjà rejoints. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses-là ou c'est encore en cours? Est-ce que vous aviez raison selon votre premier... En fait, effectivement, ce que ça a permis de faire au départ, c'était de confirmer qu'on avait bien certaines clientes que l'on pensait avoir, à savoir des clientes plutôt âgées, des clientes qui étaient très fidèles. En revanche, ce que l'on n'avait pas complètement compris, c'était pourquoi elles consommaient peu ou pourquoi elles étaient aussi fidèles. Donc ça a permis de savoir qu'on n'était pas complètement perdus, mais en revanche, ça nous a permis d'affiner ces comportements-là. Et en particulier pour la consommatrice qui est très consommatrice de cosmétiques, la cosmétophile, on pensait qu'on n'en avait quasiment pas. Et là, on s'est rendu compte simplement qu'on en avait, mais qu'elle attendait beaucoup plus de nous. Et que quand on avait cette consommatrice qui apparaissait dans notre clientèle, en fait, elle ne restait pas. On avait une difficulté de fidélisation sur cette clientèle-là. Et quand elle interrogeait la marque, quand elle disait voilà quelles sont mes attentes auprès de la marque, on voyait qu'effectivement on était en dessous de ces attentes. Donc on avait une vision un peu floue qui s'est affinée, on a pu focuser, mais on n'avait pas la picture n'était pas trop fausse. Mais en revanche, on est allé beaucoup plus dans le détail. Ça a permis en fait de passer de la basse def à de la haute def, quoi, en fait, dans ce cheminement-là.
C'est bon, ben, je vous remercie.